Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Hello tout le monde, c'est déjà le 40e épisode du podcast Culture Nutrition et pour fêter ça, je reçois le cofondateur d'une marque dont le nom ne veut rien dire, je ne permettrai pas, c'est lui-même qui le dit, mais qui a beaucoup de choses à raconter. Cette marque, c'est Novoma et son cofondateur, c'est Lucas Pinault. Lucas, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, enchanté. Écoute, ça me fait très plaisir, comme je disais juste avant, de recevoir des fondateurs de jeunes marques de compléments alimentaires. Alors plus si jeunes que ça, hein, puisqu'on va le voir, la société a été créée il y a maintenant quelques années, quasiment une décennie, je crois. C'est ça, on est des vieux en fait du marché, ce qui est un peu étonnant parce que on a respectivement, enfin on a 31 et 31 ans, je viens de les faire, pardon, je me vois pas vieillir, avec Alexandre, mais on a commencé très jeune en 2012. Bon, quelque chose qui était un tout petit projet au début, mais qui a bien grandi depuis. Ah bah super. Oui, parce qu'en fait, en effet, Lucas, toi, tu as créé donc une entreprise qui à l'origine s'appelait NutriVita. Tu l'as cofondée avec ton acolyte Alexandre Garnier. Et Novoma, c'est en fait le deuxième nom de l'entreprise, puisque vous avez fait un rebranding, comme on dit en bon français, en 2022. Donc, je veux bien que tu nous racontes comment tu es venu déjà à créer une marque de compléments alimentaires à l'origine. Puis après, on fera un peu toute l'histoire qui a suivi, mais surtout, comment tu crées une marque en étant aussi jeune? Parce que je crois qu'à l'époque, tu étais tout juste majeur ou même pas encore? Je l'étais pas. Alors contrairement Ah voilà. à ce que nos visages laissent croire, je suis le plus jeune des deux avec Alexandre. On nous dit souvent que ça a l'air d'être l'inverse et j'avais 17 ans, Alexandre avait 18 ans. Bon, c'était vraiment un projet de lycéen au début, à très petite échelle. Alors pour être tout à fait exact, on a eu un premier nom qui était Nutri-Vitamine C, Ah qui OK. était pas Jojo parce que donc qui finissait d'ailleurs souvent en Nutri-Vitamink parce que les gens le prononçaient mal. Et pourquoi ce nom? Parce que notre premier produit, nous, c'était la vitamine C en poudre. C'était très, très niche. Il y a pas d'ailleurs, même aujourd'hui, énormément de marques qui peuvent le proposer. C'est plutôt quelque chose qui est, qu'on peut retrouver en nutrition sportive. Pardon. Et donc on s'est lancé avec ce produit unique en partant du constat que la vitamine C finalement qu'on consommait tous les hivers en petits comprimés effervescents goût orange coûtait très très cher quand on regardait la quantité de vitamine C. Et donc on a cherché et on était déjà un petit peu là-dedans, un peu curieux de ça. Nos parents aussi nous avaient un peu habitués à faire des petites cures régulières. Donc on s'est dit pourquoi pas proposer un produit qui soit brut, pas transformé, avec uniquement la vitamine C dedans. Donc tout est parti de là, avec un site qui était pas très joli à l'époque. On a lancé cette activité uniquement en ligne, donc c'était voilà juste le site NutriVitamink. Et Euh, c'était quoi à l'époque le site? C'est parce que Shopify et et ça n'existait pas forcément? C'était One and One, qui est encore un acteur d'ailleurs. Alors, je crois qu'il maintenant s'appelle Yonos peut-être, mais Ah oui. qui était très pratique parce que nous on était, enfin voilà, on avait 17 et 18 ans, on était nuls dans à peu près tout, donc on découvrait. On a beau être assez jeune, c'était quand même les balbutiements du e-commerce quand on compare aujourd'hui. Donc voilà, on s'est lancé sur ce site pas Jojo, mais mine de rien, en fait, comme c'était un produit assez niche, il y a eu son petit succès. Et ça nous a permis de lancer un peu cette aventure qui nous a suivis tout au long de nos études. C'est vrai que c'était un side project. Moi, le soir, au lieu d'aller en boîte, je faisais mes petits colis de vitamine C et je prenais mon caddie à 3 roues pour aller le matin à la poste livrer mes petits colis de vitamine C. C'était votre job étudiant à vous, quoi? Exactement. Et c'est vrai que c'était un peu en plus un passe-droit pour les voilà école, oraux et entretien, etc. Parce que c'était assez atypique d'avoir des gens de 20 ans comme ça qui vendent du complément alimentaire. Vous Euh, aviez le statut d'étudiant entrepreneur qui existe aujourd'hui ou pas? Non, en fait, on a toujours eu un petit peu comme on a commencé tôt, je pense qu'on avait toujours un peu d'avance par rapport, aux attentes des incubateurs, enfin nos écoles respectives en fait nous disaient: «Les gars, vous êtes déjà trop gros». Alors que bon, c'était pas une grosse activité, mais c'était déjà un petit peu structuré et un petit peu trop gros, donc on n'a jamais, trop bénéficié par contre d'accompagnement au sein de nos écoles respectives. En sortie d'école, c'est là qu'on a commencé à un peu étoffer, la gamme. Donc on est passé de Nutri-Vitamine C effectivement à Nutri-Vita, avec une gamme un petit peu plus structurée. Beaucoup de mono-ingrédients. C'est vrai qu'on avait moins d'expertise qu'aujourd'hui, donc on essayait de faire des produits qui étaient qualitatifs, mais avec des formules qui étaient un petit peu moins complexes que ce qu'on est capable de développer maintenant.
et donc une activité qui s'est bien lancée. On a changé de forme juridique en fin 2018. Donc on a basculé sur une SARL qui s'appelait effectivement donc Nutrivita au début. Un très beau lancement. C'était aussi le plaisir de pouvoir commencer une entreprise avec mon ami de toujours Alexandre. Donc une première année qui était très satisfaisante. Bon, on était deux dans un coworking et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de parties de ping-pong à cette époque. Mais voilà, Juste pour comprendre, comme ça, en année 1, quand vous avez amorcé votre entreprise, ça faisait quoi comme chiffre d'affaires? alors on avait déjà un petit historique quand même avec Nutrivita, du fait de l'activité antérieure, mais on a dû faire 3000, non, pardon, 330 000, je crois, exactement. Ouais, ce qui 330 est 000 bien. euros. Ce qui était bien, voilà, pour une petite PME qui venait de se lancer, nous on était super contents, on pouvait en vivre. C'était un peu ça aussi le challenge, c'est qu'au final on a fait qu'un an de CDI, Alexandre et moi-même, et on s'est dit bon ben voilà, on tente l'aventure à Toulouse. Lui était à Paris, moi j'étais à Monaco. Bon, c'est pas tout à fait le milieu si on trace une droite, mais Toulouse c'était un bel endroit pour nous parce que c'est nos racines et nos familles sont juste à côté dans le Ah oui. Gers. Et vous êtes toujours là, hein, je crois, le siège est autour de Toulouse. Complètement. Et ça nous tient vraiment à cœur aussi, même dans le choix de nos partenaires, dans le choix de nos matières premières, de nos packaging. On essaie vraiment de travailler avec du local. Donc enfin, 80% de nos productions sont faites en Occitanie, sinon en Bretagne ou à Angers. Donc on reste sur du Made in France, bien sûr. Et de cette première bonne année, on a fait quelque chose, enfin on a bien progressé dès la deuxième année. Alors du fait d'un événement qui est pas passé inaperçu, qui est la Covid, la crise du Covid qui a nous a, alors c'est terrible à dire, mais ça nous a vraiment boosté au sens où on avait un peu, les planètes étaient assez alignées puisqu'on avait une gamme qui était fortement orientée sur l'immunité avec des bons positionnements sur la vitamine C, le zinc, le Vitamine D aussi, peut-être? exactement, vitamine D3. C'était des produits qu'on avait déjà dans la gamme, qui étaient très demandés. Le commerce en ligne a un peu explosé puisqu'il n'y en avait plus accès aux pharmacies. Et en plus, beaucoup d'automédication de la part de certains de nos clients, donc qui essayaient de trouver des alternatives aux traitements qui étaient préconisés pour lutter contre l'épidémie. Donc tout ça a fait voilà, que nous, on avait un peu le tiercé dans l'ordre et on est passé d'une activité qui faisait 300 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, à 1,7 million en un an, à deux. Donc bon, alors par contre, Ouais, c'est énorme. c'était l'année, je pense, la plus éprouvante de toute ma vie parce qu'on travaillait 90 heures semaine. Mais Mais ça veut dire aussi que vous sous-traitiez beaucoup de choses. Alors la fabrication, bien sûr, mais aussi peut-être la partie logistique. Vous aviez un partenaire logistique qui faisait les envois, sur le e-commerce et cetera? alors ça a été, c'est une bonne question. Ça a été un peu par étapes. On est très quand on était très jeune, tout s'est fait de manière assez empirique, donc on a beaucoup testé. Alors au tout début, bien sûr, la logistique, on l'a gérée nous-mêmes dans notre petite chambre d'étudiants. La deuxième étape, ça a été de passer par Amazon, qui offrait la possibilité en fait d'expédier des commandes, même si elles n'étaient pas réalisées via le canal Amazon. Donc on Ah oui. pouvait en fait avoir un site et expédier des commandes Amazon. Après, on C'est la était différence entre vendor et c'est encore autre chose. Là, c'est ah, c'est encore autre chose? FBM et FBA. Alors, je pourrais parler des heures et des heures d'Amazon parce que nous, c'est un canal quand même qu'on connaît très bien et ce qui nous a fait aussi progresser. Donc, FBM, c'est, enfin, comment dire, Amazon, voilà, offrait cette possibilité-là d'expédier ces produits via ce canal, même s'ils étaient passés sur le site. Et ensuite, on est passé effectivement par une succession de logisticiens. Alors un premier qui était, on va dire, un petit peu plus familial, un deuxième qui était beaucoup plus technologique, qui est Big Blue, c'est qui est une très belle boîte avec une intégration extrêmement simple dans le site, donc on avait un outil qui était performant. Et la dernière étape, je pense, qui est liée aussi à la croissance de notre volume d'activité, c'est l'internalisation. Donc là, notre fierté, c'est qu'aujourd'hui, on a notre propre entrepôt Ah et oui. toutes les commandes qui sont effectuées sur le site, en pharmacie, sur Novoma sont expédiés par nos équipes et on a gagné. Économiquement, c'était un choix intéressant et en plus, en termes d'efficacité, on a énormément progressé. On expédie tout généralement. Je crois que le délai de traitement d'une commande, c'est 0,6 jours. C'est-à-dire une C'est demi-journée? c'est ça. Ouais. Donc une commande qui est C'est expédié passée. forcément dans la journée? Exactement. Ouais. OK. Donc ça, c'est une vraie efficacité. L'entrepôt, il est à proximité du siège? Il est aussi autour de Toulouse? Il est à Muret. Muret, je sais Muret. pas si tu connais bien Toulouse, C'est mais dans le voilà. Tarn? Non? Muret, non, c'est une Tarn-et-Garonne? petite ville en Haute-Garonne qui est enfin une Haute-Garonne. petite, une ville qui grandit beaucoup, qui est à 15 minutes de Toulouse et on a 4 personnes sur site. Donc c'est un petit entrepôt, mais le problème des entrepôts, c'est qu'il a toujours l'air très très grand quand tu le prends et il est très vite très petit quand tu commences à stocker. Donc on est déjà en train de réfléchir
à l'entrepôt d'après. Mais c'est un nouveau métier pour nous, mais on est vraiment content parce que ça participe aussi à cette volonté qu'on a d'avoir une expérience d'achat au-delà de la qualité des produits et de leur transparence qui est vraiment poussée au maximum. Donc là, on peut personnaliser, je crois qu'on a 5 ou 6 types de flyers différents pour chaque commande. Tous les colis sont personnalisés. Et comme je te disais aussi, le gros intérêt que ça a eu, c'est que ça nous permet d'avoir un peu une réactivité logistique de B2C appliquée au B2B. Donc une pharmacie qui passerait commande chez nous, elle a sa commande le lendemain ou le surlendemain. Mmh. Ça, je crois que c'est quelque chose que disent beaucoup les gens qui ont internalisé ou réinternalisé leur logistique, c'est qu'ils gagnent en personnalisation et donc en qualité d'expérience pour leur consommateur qui reçoit le colis. Que ce soit dans les échantillons, dans les leaflets, dans la façon de faire les colis. C'est vrai que c'est un peu moins industriel que dans des grosses plateformes logistiques qui brassent des millions de colis, c'est sûr. Complètement, complètement. On peut vraiment pousser aussi. C'est quelque chose qu'on a pas mal introduit puisqu'on on n'est pas des grands fans de la réduction à tout prix. Tu as des sites où tu as toujours moins 20% partout. Nous, ce que la logistique nous permet d'introduire, c'est des gratuités à partir de certains seuils. Ça se fait beaucoup, hein. Il y a des sites qui font ça très bien et qui le faisaient bien avant nous. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît beaucoup, tu sais, d'avoir une version, un mini magnésium, un collagène, aussi de faire de l'unidose sur des produits où il y a une dimension organoleptique assez forte. Donc de proposer voilà, un test. C'est notamment ce qu'on envisage de faire sur la partie protéines. Sur le collagène? Ah non, sur protéines. C'est déjà le cas sur le collagène. Et là, comme on vient de lancer une gamme de protéines il y a quelques mois, on aimerait aussi essayer de sensibiliser un petit peu notre audience existante à ce genre de produit. Donc c'est vrai que comme il y a une dimension organo assez forte, c'est toujours sympa de pouvoir tester un goût chocolat, un goût vanille avant d'acheter le produit. Ah oui, très bien. Bah, du coup, je veux bien que tu nous parles plus de ton portefeuille de produits. Je crois qu'il y a 45 références en tout aujourd'hui à peu près? Ouais, 50 peut-être? on est alors parce qu'on a maintenant 3 gammes, on va dire donc il y a deux gammes dont une qui se scinde en 2. Je vais commencer par la gamme que nous on appelle la gamme classique, qui est la gamme Novoma avec, donc voilà, c'est les engagements sur, la qualité, sur la transparence, le choix de matières premières labellisées. On est très, regardant sur les actifs qu'on peut employer. D'ailleurs, on achète nous-mêmes nos matières premières. Ça, c'est une gamme qui compte à peu près, je crois qu'on est un petit peu en dessous des 30 références et qui s'est étoffée donc à la base autour de la vitamine C. C'est vrai que quand on regarde un peu le portfolio, il y a une hypertrophie du pôle vitamine C, mais en fait qui est liée à notre historique. C'est-à-dire que comme nous, on était positionné là-dessus, on a commencé avec la forme poudre, ensuite on a développé des gélules vitamine C calicée, de la liposomale liquide, de la liposomale en gélule, donc beaucoup de vitamine C. Ensuite, on a étoffé avec du monoproduit, enfin du mono-ingrédient, pardon. Donc ça pouvait être voilà, les grands Du classiques, magnésium, magnésium, exactement, tous du les probiotique, je crois aussi, pas mal. probio, quoi, qui est une très bonne vente chez nous. Donc voilà, des mono-ingrédients avec un choix, enfin comment dire, un regard important porté sur la qualité des matières premières, mais avec une plus faible complexité en termes de formulation. Et ensuite, justement, une fois qu'on avait rempli un peu tous ces must-have, on va dire, de la Nutra, on est allé vers des formes un petit peu plus, enfin vers des complexes. Et l'idée, c'était pour chaque bienfait identifié d'avoir une offre de valeur qui soit cohérente, pertinente, exhaustive aussi dans sa formulation, mais sans aller s'éparpiller. Moi, c'est un peu ce qui on n'arrivait pas à comprendre quand on a commencé un peu à s'intéresser au monde de la pharma, qu'on essaie de pénétrer aujourd'hui, d'arriver devant un rayon où tu as 150 boîtes blanches, il y a plein de petites plantes dessinées dessus que tu ne connais pas, et souvent en mono-ingrédient, et le bienfait est pas identifié. Donc nous, ça, c'était pas le projet, donc on veut pas avoir une gamme, on n'a pas vocation à avoir une gamme qui a 150 références, mais voilà, une gamme qui est courte, cohérente, et qui, pour chaque bienfait, adresse une solution qui soit pertinente. Donc ça, c'est pour la gamme classique. On l'a étoffé avec une gamme sport qu'on a lancée en octobre avec, avec une petite soirée événement d'ailleurs à Toulouse, dont on était assez content, qui est construite aussi d'ailleurs autour d'un sportif qui s'appelle Ange Capozzo. Je sais pas si Ah tu oui, es rugby, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui incarne bien nos valeurs. il joue au Stade Toulousain ou Tout à fait. Stade OK. Toulousain et en équipe d'Italie. C'est un très grand joueur qui va être encore meilleur, je pense, dans les prochaines années, puisqu'il est encore tout jeune. Et alors, je sais pas si c'est corrélé au fait qu'il ait rejoint l'aventure Novoma, mais il fait une année assez exceptionnelle depuis qu'il nous a rejoint. Et là, l'idée, voilà, c'était de proposer. On avait une demande en fait de la part de nos clients sur la nutrition sportive, qui était un peu le parent pauvre de notre offre. On avait une audience aussi qui était quand même un peu plus féminine, ou on va dire 30-40 ans féminine, donc qui était
un petit peu, bon, même si elles font aussi du sport, mais un petit peu moins axé sport. Donc on avait développé une gamme qui correspondait plus à cette demande-là. Et là, l'idée, c'était voilà, de pouvoir proposer des produits de nutrition sportive, parce que sinon, on avait beaucoup de nos clients qui nous disaient, bah, on adore votre gamme Nutra, sauf que, enfin, sur la nutrition, on va dire classique, mais on est obligé d'aller prendre ailleurs si on veut des produits de nutrition sportive. Donc on a un peu étoffé la gamme avec 3 produits, de la whey, de l'isolate de whey, les BCAA et la créatine. On est parti un peu sur les Les classiques, classiques. de la nutrition sportive, mais le but, c'est de continuer à l'étoffer. Et après, on a une autre gamme qui est un peu une particularité chez nous, c'est que, elle reprend les codes en termes d'élaboration, de qualité, qu'on peut avoir sur la gamme classique, mais c'est pour des produits qui sont adaptés au canal Amazon. En fait, le but, c'était, de proposer un produit qui soit étudié pour être déjà le plus RSE possible en termes sur le plan logistique. C'est-à-dire que c'est des formats très compacts, peu épais, qui nous permettent de faire des expéditions en En colis, enveloppe. en enveloppe exactement. Donc ça réduit aussi bah, le stockage, hein, le coût de stockage, le volume de stockage, le coût d'expédition, l'impact aussi que peut avoir cette expédition. Et on est sur des formats un petit peu plus... on a des cures assez longues, hein. Sur la gamme classique, on est minimum à 30 jours, mais on est très souvent sur des formats 2 mois, 3 mois de cure. C'est un peu notre positionnement de faire du premium, avec un positionnement tarifaire qui soit assez abordable. Là, on s'est limité à 1 mois de cure sur tous ces produits, mais par contre, on a un prix public sur cette gamme, Amazon qu'on a appelée la gamme Essentials, qui est à 10 €. Donc c'est 9,97 exactement. Et donc là, on propose tous les grands classiques, pareil, de la Nutra, tous les must-have, dans des formes qualitatives, hein. C'est pas parce que c'est un format compact et économique qu'on n'est pas allé chercher des bisglycinates, des formes labellisées quand c'était possible de le faire. Donc on garde l'engagement sur la qualité, mais dans un format un peu plus compact et un peu plus abordable, et qui en fait marche très très bien sur Amazon. Et donc concrètement, ce packaging, il ressemble à quoi? Donc c'est pas le pilulier, cylindrique qu'on a l'habitude de voir? Non, c'est exactement, alors c'est pas un deuil pack non plus, c'est vraiment un sachet, au sens où OK. quand tu prends un deuil pack de protéines par exemple, en fait c'est comme si le soufflet du bas était soudé. Donc on est vraiment sur un sachet, ce qui permet de pas avoir d'épaisseur et donc de vraiment comprimer. On est un peu, Amazon nous a un peu forcé à avoir cette approche-là. Ils appellent ça le compact by design, et j'aime beaucoup le principe, qui est vraiment voilà, de limiter l'emballage au strict minimum, pour aussi, bah, bien sûr, il y a un enjeu économique, mais aussi pour limiter l'impact que peut avoir l'expédition et le stockage du Ouais, ouais, produit. ouais. Non, ça a beaucoup de sens. J'avais jamais entendu parler de demandes comme ça d'un distributeur qui t'incitait à faire de l'éco-conception sur ton packaging parce que ça a vocation à être stocké, mais surtout à être posté et à voyager, par la poste, quoi. Complètement. Amazon, c'est vrai qu'Amazon, bon, il y a plein de limites à Amazon, et on en a bien conscience. Mais il y a des démarches que je trouve intéressantes par contre de leur côté. Au niveau réglementaire notamment, vraiment, ils sont c'est extrêmement poussés, extrêmement exigeant, je trouve, sur Amazon. Enfin, il y a une veille sanitaire et réglementaire qui est très importante, donc tu peux pas vendre sur Amazon si tu n'es pas en complète conformité. Ça, je trouve ça très positif. Et comme tu le disais, voilà, effectivement, tu peux avoir un certain nombre de labels qui sont suggérés par Amazon, qui te permettent aussi d'améliorer la qualité de ton offre et de la rendre plus RSE. Donc il y a certaines Mmh. démarches, avec tous les défauts que ça peut avoir, il y a quand même certaines démarches qui sont intéressantes. Ouais, je veux bien qu'on creuse ce sujet d'Amazon parce qu'effectivement, vous faites partie, je pense, des marques qui sont très référentes et très mises en avant sur la catégorie compléments alimentaires ou suppléments, enfin, je sais pas comment ils les appellent, suppléments et vitamines chez Amazon. Et vous faites partie aussi de ces marques qu'on pourrait appeler de Amazon native, c'est-à-dire que vous avez très vite développé une part importante de votre business sur ce canal-là, qui est presque un circuit à part entière. C'est plus que du e-commerce, quoi. C'est quelque chose de très spécifique avec ses codifications en termes de référencement, d'agencement des pages boutiques, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et de nous expliquer comment vous êtes monté en compétence aussi sur ce canal qui, je pense, était très nouveau quand vous êtes lancé et qui évolue à toute vitesse? Complètement. Alors Amazon, bah, tu l'as bien résumé, c'est un monde à part. Moi, l'analogie que j'emploie toujours, des fois, je fais des petites interventions dans des écoles commerce ou autres. Je fais toujours la même analogie, bon, qui est un peu nulle, mais qui moi me parle beaucoup. C'est celle de Matrix. C'est-à-dire que c'est une grosse machine que personne ne comprend, ni de Mmh, l'intérieur ni de l'extérieur, c'est vrai. au sens où ça a ses propres codes. Il y a beaucoup en fait
ça relève beaucoup d'astuces, de hacks, de tests. C'est très empirique Amazon en fait. Donc nous, on a grandi comme ça sur l'outil parce qu'au final, tu as très peu aussi de filières qui te forment sur cet outil-là. Donc on s'est formé sur le tas, on a essayé de comprendre. Je pense qu'on le fait de mieux en mieux parce que, comme tu le disais, nous, c'est un peu une fierté, c'est qu'on est alors, ils ont une catégorie care un peu globale. Donc là où tu vas retrouver vraiment tout le shampoing, tu peux avoir la dermocosmétique, les complémentaires, c'est vraiment tout ce qui relève de la santé du soin. Et notre petite fierté, c'est que un de nos produits, notre collagène, était devenu le premier produit de toute la catégorie sur Amazon France. Donc on avait battu les rasoirs et les Ah, vous étiez devant les même la brossins. cosmétique. On battait tout le monde en nombre d'unités vendues, donc c'était une petite fierté. Donc c'est pour ça que je te dis que je pense on commence à avoir un petit savoir-faire en interne pour vendre sur Amazon. Nous, dans l'historique, on est parti un peu comment dire, à l'inverse de certains de nos concurrents un peu frontaux, je veux dire en termes de support position de gamme, on est parti nous de notre site pour aller vers Amazon, là où beaucoup d'acteurs en fait sont partis d'Amazon, donc ont lancé une activité Amazon pour ensuite tenter de migrer leur business vers leur site web. Alors ce qui peut aussi, enfin les deux modèles, disons, je pense, ont leurs avantages. Celui de la migration vers le site, bien sûr, c'est que tu vas récupérer des points de marge, hein, parce que forcément les commandes qui sont passées via ton site sont exemptes des frais que peuvent te facturer Amazon en termes de commission, en termes de coûts logistiques. Donc ça peut être vertueux. Par contre, Amazon, nous, le fait d'avoir investi massivement sur ce canal et d'avoir développé des gammes qui sont spécifiques à Amazon, a eu l'intérêt, par contre, de nous propulser en termes de chiffre d'affaires et en termes de visibilité sur la plateforme. Donc là, on commence à avoir une volumétrie qui est pas négligeable parce qu'on se frotte un peu à des acteurs qui, dans le monde du retail ou sur leur site, sont beaucoup plus gros que nous, mais on arrive à faire jeu égal sur Amazon. Donc voilà, c'est un monde un peu à part. C'est difficile en fait tu peux te dire, bah, je vais prendre un tueur d'Amazon et c'est bon, ça va lancer mon activité, il suffit de recruter 10 personnes. Mais ça marche pas. C'est un des rares, je trouve, un des rares canals où si tu ne fais pas l'effort d'être curieux, d'améliorer tes offres, on était dans des groupes de vendeurs Amazon pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. On participe à mal de conférences. On s'est vraiment beaucoup documenté. On essaie d'avoir des petits hacks aussi, tu vois, sur des méthodologies de vente, de comment propulser tes listings. Donc voilà, si tu n'as pas cette approche-là, même avec la plus grande volonté du monde et les moyens les plus conséquents, c'est difficile d'être bon sur cette plateforme. Et du coup, cette connaissance Amazon, c'est vous, en tant que cofondateur, qui l'avez acquise. Vous avez formé quelqu'un en interne. Vous vous êtes appuyé sur des consultants ou des agences extérieures. Comment ça s'est organisé? Alors, on l'a fait, je sais pas si c'est intelligent de notre part, mais on s'est un peu toujours interdit les agences. Donc on Ok. n'est jamais passé par une agence. On s'est formé en fait, je pense que ce qui fait notre force, c'est qu'on a commencé en 2012 et Amazon, ça a dû arriver en 2016-2017. Donc, on avait, on a vu évoluer l'outil, et ce qui fait voilà, on s'est formé petit à petit. Donc, on a un certain niveau de connaissance, Alexandre et moi-même sur la plateforme. Je pense que ça, c'était notre force. Et ensuite, la personne qui actuellement gère notre Amazon, c'est quelqu'un qu'on a formé nous-mêmes. euh, donc sur l'outil. Plus on a pris une personne à l'étranger aussi qui nous aide sur la partie cap, parce que bon, ça a l'air tout rose Amazon quand j'en parle, on peut dire bon, il suffit de se mettre sur le canal et ça y est, on fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est aussi très complexe. En fait, la rigueur qu'impose Amazon pour que le client soit toujours satisfait, elle pèse ensuite sur les vendeurs. Et ce qui fait qu'il y a toute une logique de cas, c'est le mot, enfin quand vous êtes sur Amazon, c'est un mot qui revient tout le temps. Le cas, c'est le fait que il est très très fréquent que des bugs techniques viennent appauvrir la qualité de vos contenus, éteindre carrément des fiches produits, donc les produits se vendent plus, vous savez pas pourquoi. Voilà, il y a tout le temps des petits dysfonctionnements comme ça. Et donc vous passez votre vie à ouvrir des cas auprès du service client d'Amazon. Et ça, c'est presque un métier à part entière. Donc on a pris quelqu'un pour nous aider sur cette partie-là. Donc C'est un système de ticketing, en fait, où tu signales exactement. des erreurs, des bugs. D'accord. Tout à fait. Voilà, ça arrive très souvent. Bon, maintenant, on commence à avoir on comprend un peu la mécanique, donc on sait être plus réactif, mais il faut être, quand on se lance sur Amazon, voilà, il faut être prêt à accepter ça et avoir à fixer beaucoup de petits problèmes au quotidien, même si, voilà, au global, on est quand même très content parce que c'est quand même une part significative de notre activité. Et aussi, Mm. ça permet, ce que ça a de vertueux aussi, c'est qu'on avait une activité qui était très franco-française, puisqu'on vendait 90%, 95% sur notre site en France.
ou à des clients francophones. Amazon permet assez rapidement de toucher à des clients étrangers grâce aux différentes plateformes européennes. Donc nous actuellement on vend aussi sur Amazon Italie et Amazon Espagne, ce qu'on pourrait OK. difficilement faire avec du référencement Google. Et tout ça géré depuis la France et avec des stocks qui partent depuis la France ou alors tu envoies quand même des produits sur des plateformes, espagnoles et italiennes? Ils ont alors Amazon, ils ont 2 programmes, enfin ils ont plusieurs programmes, un qui s'appelle le Pan-européen en fait, qui permet d'avoir une distribution, un peu algorithmique de tes stocks partout en Europe par Amazon et un programme multi-entrepôt qu'on va dire le grade en dessous, mais qui permet aussi d'avoir cette logique de stockage intelligente en fonction de ta clientèle. Donc si tu as, beaucoup de clients qui sont en Espagne, en Italie, Amazon va récupérer tes stocks que tu peux avoir, j'en sais rien sur la à Nice, je dis une bêtise, hein, mais si tu un entrepôt sur la proche de la frontière, potentiellement ils vont récupérer ce stock et l'envoyer en Italie pour essayer d'homogénéiser et d'avoir une répartition intelligente de ton stock en fonction de là où se trouvent tes clients. Ouais, très clair. Et c'est quoi le, mix de vos ventes entre votre propre site de e-commerce, Amazon et puis les autres canaux que vous êtes en train d'ouvrir comme notamment la pharmacie? Alors Amazon, on est à peu près à 50%, le site on doit être dans les 35%. Bon, je te dis, c'est des grands ordres de grandeur parce que Oui, suivant les pour les mois, masses. tu peux avoir la saisonnalité qui n'est pas la même sur les différents canaux, donc les pics Mmh. sont un peu différents. Et, et le dernier, c'est la pharmacie qui est à 15%. Nous, le gros enjeu, même si on veut continuer à, mmh, à renforcer notre position sur Amazon, à progresser sur notre site, on a un gros enjeu qui est sur la pharma. Et donc là, on a recruté assez massivement depuis 2 ans. On avait déjà une activité pharma en fait qui était assez ancienne. On a c'est un de mes amis d'enfance en fait qui nous a rejoint dès peut-être l'année 1. On n'avait aucun moyen. Lui nous a dit j'arrête il était ingénieur en BTP, donc il faisait des routes et des parkings. Et il a dit j'arrête, je vous rejoins. Il a pris sa valise, on lui a offert une magnifique 208 rouge. Et il a commencé à écumer toutes les pharmacies de la région Occitanie avec sa voiture. Et en fait, OK. non sans succès, parce qu'il a quand même ouvert peut-être entre 200 et 300 portes à lui tout seul. Et c'est lui qui nous a un peu mis le pied à l'étrier sur la partie pharma. Et aujourd'hui, on a une équipe d'à peu près 10 commerciaux. Et le but, c'est d'avoir à terme un maillage intégral de tout le territoire. C'est des Et commerciaux en propre? Ce sont vos salariés? tous en interne. On a quelques commerciaux, encore quelques agents. C'est un modèle qui nous allait pas très bien, parce que voilà, c'est assez concurrentiel le complément alimentaire, donc on avait du mal à trouver un peu notre modèle. Donc on s'est dit: «Bah, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui sait vendre du Novoma, qui ne vend que du Novoma», et on est passé donc par des recrutements en interne. Ça a un coût, mais on est convaincu, ça reste le gros du marché, hein, parce que tu as 60-70% des achats qui sont encore faits en pharmacie. Donc nous, on va absolument être présent pour crédibiliser aussi la marque, parce que c'est bien d'être en ligne, mais c'est encore mieux d'être conseillé par des pharmaciens. Donc on essaie vraiment d'accélérer là-dessus. Et là, le but, je pense que assez rapidement, on devrait franchir la barre des 1000 pharma. Là, on n'en est pas très loin. Et là, le but cette année, c'est de s'approcher des 2000 le plus vite possible. Ouais, ouais. Et puis l'objectif, j'imagine que c'est aussi d'être moins dépendant d'Amazon parce que c'est vrai que ça doit vous stresser un peu d'avoir 50 de votre business qui est chez Amazon? Complètement, ouais. C'est quelque chose qu'on nous dit. Tu pourrais être un cabinet de conseil, parce que c'est le premier, la première analyse qui est faite de notre business, c'est nous dire bon, ben les gars, il se passe quoi si Amazon coupe le robinet? C'est aussi pour ça qu'on a fait la gamme Essential, c'est pour nous protéger un petit peu en se disant bon, ben voilà, c'est une gamme qui n'est pas notre gamme principale. Ça permet aussi de dire aux pharmaciens, ben vous voyez, nous, on est bon sur Amazon, mais on n'est pas, c'est pas sur la gamme qu'on vous vend, qui est notre gamme classique. Même si historiquement, par contre, on n'a pas constaté de cannibalisation. C'est-à-dire que t'as pas de fuite massive parce que tu es sur Amazon. Tes clients sites vont pas dire ah bah je vais le prendre sur Amazon parce que c'est dessus. On a vraiment l'impression que le client qui veut passer par Amazon, en plus généralement il est dans le métro, il est aux toilettes, c'est un achat un peu voilà, compulsif, il a l'habitude du canal, il a sa carte qui est enregistrée, le checkout est ultra rapide. Donc il y a pas trop de cannibalisation. Idem pour la pharma, si tu veux aller en pharma, tu passeras par la pharma quoi qu'il arrive parce que tu veux le conseil de ton pharmacien. Donc on n'est pas inquiet de ce point de vue-là. Et aussi on a un autre argument, c'est le fait d'une harmonisation des prix dès le jour 1. On a toujours dit, on ne peut pas se permettre d'avoir un canal où les prix sont plus bas. Alors il se trouve qu'il y en a un qui de fait peut l'être, c'est la pharmacie, puisqu'on ne peut pas imposer à nos pharmaciens de vendre moins cher. Mais bon, ça a moins d'impact sur de la vente physique. En tout cas, voilà, sur Amazon, sur notre site, ou n'importe quel revendeur, il y aura toujours le même prix pour les produits Novoma. Mmh.
Sur la partie, développement de produits plus, technique scientifique, avec Alexandre, ton associé, vous êtes, plutôt marketing finance. Comment vous alors vous êtes intéressé par curiosité personnelle à ces produits-là et à la technique, mais, comment vous vous êtes entouré pour formuler les produits, à la fois au début et puis maintenant, j'imagine que c'est plus structuré? Complètement. Il y a eu plusieurs étapes. Bon, à titre personnel, moi, j'étais un peu monsieur produit au début, donc j'ai essayé de me former aussi. J'ai fait un DU à la fac de Bordeaux, notamment sur le volet hygiène et sécurité du complément alimentaire, parce on voulait par contre, ça, enfin, on a intégré le volet réglementaire très rapidement, parce qu'on voulait être compliant dès le début, bien sûr, et pas faire n'importe quoi. C'est le Euh, DU plantes, et phytonutriments de l'université de Bordeaux que tu as fait? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Qui m'a bien aidé, bah, voilà, à y voir plus clair, notamment sur le volet réglementaire. On s'est aussi très vite accompagné d'une agence parce que bon, on voulait pas faire les choses n'importe comment au niveau des enregistrements et Mmh. notamment parce qu'on était présent dans d'autres pays d'Europe. Donc par contre, faire un enregistrement sur Télécar, enfin ex Télécar, ça je sais le faire. Par contre, le faire en Italie, en Belgique, en Espagne, je sais pas le faire. Donc Donc là, c'est un cabinet de conseil réglementaire qui vous accompagne? absolument. On a Mmh. pris un premier cabinet et ensuite on a assez rapidement essayé d'étoffer l'équipe sur la partie R&D et donc aujourd'hui on a une docteure en interne qui est spécialiste du microbiote, une autre personne alors qui est aussi sur le microbiote, qui a un parcours universitaire, une troisième personne sur la qualité et deux personnes à la supply. Donc tout ça forme un petit pôle produit de 5 personnes pardon, qui gère le volet réglementaire, qualité et formulation. Donc je suis toujours un peu aux manettes pour essayer de faire coïncider leurs élans scientifiques, on va dire, en termes de formulation, avec les enjeux marketing qu'il peut y avoir et les enjeux de marché. Mais voilà, maintenant on a ce pôle structuré qui gère la formulation. OK, très bien. Parce qu'en tout, on va parler un peu chiffres. Vous avez commencé à 2. Aujourd'hui, vous êtes une trentaine dans l'entreprise? On est 30, alors 33 on même? était à 30, très triste parce qu'on était à 32 il y a pas longtemps et c'est le département du C'est Gers le donc département? Ah OK. on a dépassé le Gers, c'est dommage. Mais là on est à 34 du fait des commerciaux. C'est vrai que on a une assez forte inflation, hein, du nombre de salariés du fait de l'étoffement aussi de cette équipe commerciale. Ça a été assez explosif parce qu'en 2 ans, on a dû passer d'une dizaine de personnes à 34. Je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, on devrait s'approcher des 40. Donc ça grossit vite. Heu et et en termes, peut-être que c'est une donnée qui peut t'intéresser, mais pareil sur le chiffre d'affaires, en fait, Oui, on a une progression qui a été assez importante, surtout sur les 2 dernières années, au que je sens. qualifierais même de fulgurante, parce que vous avez triplé en 2 ans, à peu près, si mes calculs sont bons, C'est voire ça. plus? Je crois Ouais, que alors le ramp up, il me semble, c'est un truc du genre, 300 000, pas loin de 2 millions la deuxième année et après on a dû faire, 3, 4, 8 et la 13. voilà, c'est ça. Vous Donc doublez tous les ans, quoi, en gros. c'est ça. Donc là, bon, je nous souhaite de doubler encore, en 2025, mais on est content parce qu'on sent déjà dès, janvier 25 qu'on est sur une bonne lancée pour continuer à progresser. Bon, j'ai l'impression que le pourcentage va être de plus en plus difficile à atteindre parce que faire 100% ou 50% de croissance sur des chiffres qui commencent à grossir, c'est de plus en plus difficile. Mais voilà, on fait tout pour. On est convaincu que la pharma peut nous y aider. Donc on investit massivement sur le canal via des commerciaux, via des efforts publicitaires. On a eu aussi, je sais pas si tu as regardé un petit peu la télévision ces derniers Spot temps, télé, si on mais je voulais en parler. mais on est en ce moment même, on est diffusé à la télé. C'est un spot télé qui est carrément diffusé sur les grandes chaînes nationales et vous utilisez vos égéries dans ce spot? Non, c'est juste un spot sur la marque et sur les produits? Ouais, alors j'aurais bien, moi je t'avoue que ça me trotte dans la tête de mettre en avant, Ange Capozzo, sur un spot futur, mais c'était pas l'idée. On a bien conscience qu'on a une notoriété digitale qui est pas trop mauvaise, mais on a une notoriété, on reste une petite, PME, du Sud-Ouest. On a bien conscience que la notoriété est pas du tout, acquise et qu'il y a très peu de gens qui nous reconnaissent encore. Donc nous, le but, c'était vraiment on savait que ça serait pas une campagne qui serait héroïste. Bon, je te dis ça, j'ai pas encore regardé le les chiffres à l'issue de la campagne, mais le but c'était vraiment ça, c'était d'activer de la notoriété, notamment pour soutenir notre effort en pharmacie, parce qu'on a bien conscience aussi qu'un pharmacien qui a déjà vu ta marque va être plus réceptif à ton message. Donc c'était aussi pour soutenir ce déploiement-là.
c'est beaucoup de test and learn aussi, parce que bon, on nous a dit, on s'est pas mal renseigné en amont auprès d'autres de compères qui ont fait eux déjà des campagnes télé, qui nous disaient bon, la première, clairement, tu verras pas trop d'impact en termes de chiffres. En termes de visite, on le voit bien, hein, il y a des petits pics de fréquentation du site. En, Sur votre site, ouais. en termes de vente, je pense pas que ce soit, on va dire, héroïste à court terme, Les mais pharmaciens te remontent, ça augmente le sell-out en pharmacie déjà ou ça, comment tu on notes? sent là, on a des premiers échos de pharmaciens qui, alors tu vois, enfin, ça fait toujours plaisir, disons, quand on a des commerciaux qui nous disent, ah ben, j'ai fait une prospection, j'ai pu caler un rendez-vous, potentiellement faire une vente, parce que ils nous disent, voilà, je vous ai vu, à la télé, ou ça peut arriver aussi plus rarement, mais on a régulièrement, enfin, de plus en plus de demandes aussi, soit des demandes entrantes de pharmaciens, soit des clients qui vont dans les pharmacies en disent, ah ben, j'ai vu Nouveau Mal à télé, est-ce que vous en commercialisez? Donc ça peut nous faire aussi de la demande entrante. Donc voilà, on commence, on est à peine à la première semaine ou une dizaine de jours de diffusion, mais on commence déjà à avoir quand même quelques signaux. On verra bien aussi en termes on a fait une petite étude de notoriété en amont de la campagne, donc on verra la progression aussi à l'issue de cette campagne, pour voir un peu l'impact que ça a pu avoir. On nous a beaucoup aussi mentionné le fait que de toute façon les campagnes télé étaient efficaces à partir du moment où elles étaient répétées. Donc, enfin, au sein même de la campagne, plus la répétition est grande, plus la campagne sera efficace. Et là, on est assez content parce on a bien, on a des encarts qui sont quand même bien, enfin des créneaux qui sont bien négociés avec des grandes chaînes nationales, on a TF1, M6, et pas des trucs à 5 heures du matin, qu'on a des créneaux avec des pics d'audience. Donc, En access prime time, en- comme on dit dans le jargon. exactement. Donc, bon, on attend de voir. C'est une belle expérience et aussi une forme de petit accomplissement personnel, parce que se dire des deux petits Gersois qu'on était à faire ça un peu dans notre cuisine, de passer sur TF1, il y a un petit pincement, c'est vrai, la première fois Ouais, qu'on c'est voit une le spot. fierté. Je pense qu'on le fait aussi pour ses équipes, pour sa grand-mère, tout le monde est content de voir la marque à la télé, j'imagine? Ça fait complètement. Je pense que ça fait partie un peu des petits kiffs perso qu'aussi pas mal d'entrepreneurs font. Il y a le métro aussi. Alors on se l'est toujours interdit parce que pour nous, ça fait pas sens encore d'être dans le métro parisien, mais ça fait partie, je pense, des trucs à cocher. Oui, c'est vrai parce que, c'est ça qui est assez, intéressant là dans votre approche, spot télé, mass média parce que c'était un média qu'utilisaient beaucoup, enfin la télé et la radio, on va dire les médias traditionnels, qui étaient beaucoup utilisés par des jeunes marques dans les années 2000-2010. Il y avait pas mal d'investissements télé sur des jeunes marques de compléments alimentaires et là, c'est vrai que dans les années 2020, c'était plutôt l'ère des investissements sur les réseaux sociaux. Un peu ces dernières années, en effet, de l'affichage et des coups de com dans le métro à Paris. Il y a plusieurs marques qui l'ont fait, hein, Nutrien&Co, Mewlab, enfin voilà, ils sont plusieurs, Mm. Dijon aussi, récemment. Oui, Donc effectivement. voilà, pourquoi être allé sur, ce média traditionnel et pour, éclairer les jeunes marques qui voudraient se lancer, c'est quoi le ticket d'entrée? Parce que ça se compte en centaines de milliers d'euros, j'imagine, une campagne télé entre le spot à réaliser, à produire et l'achat d'espace? C'est très cher, effectivement. Alors, je pense qu'il faut être bien accompagné, parce que nous, c'était vraiment pas notre, notre domaine d'expertise. Donc, il faut passer par une agence pour, d'une part, concevoir le spot. Bien sûr, ça a un premier coût aussi qui se compte en dizaines de milliers d'euros. Euh, et donc, je crois qu'on doit être dans les 50 000, quelque chose comme ça. Mmh. Et ensuite, il y a le deuxième coût qui, lui, pour le coup, peut être complètement variable, parce qu'en fait, on a aussi découvert qu'en fonction de la saisonnalité, le même spot ou la même campagne peut coûter 2, 3 fois plus cher. Euh, en fonction du moment dans l'année. Si vous faites une diffusion juste avant les fêtes de Noël, quand tous les gros annonceurs sont là pour essayer de faire la publicité avant Noël, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc voilà, il faut bien choisir son moment dans l'année. Et ensuite, le fait d'avoir une agence, il y a plusieurs approches. Soit vous bloquez vos créneaux très en avance pour être absolument certain des horaires de diffusion, pardon, des chaînes, etc. Soit il y a des agences qui sont un petit peu plus opportunistes et qui vont, en fonction des créneaux disponibles à plus court terme, vous proposer un plan de diffusion qui peut être plus avantageux pour vous, parce que potentiellement, comme les prix ont baissé du fait de l'urgence un peu, vous pouvez avoir un peu plus de diffusion, qui était plus notre choix. On C'est en ce est que à- les agences appellent les agences d'achat médias appellent le floating, c'est-à-dire que tu saisis des opportunités, dans des creux que d'autres grandes marques n'ont pas prises? Complètement. C'était l'approche, et ça nous a permis d'avoir, je pense, une campagne qui était un petit peu moins chère que ce qu'on aurait pu avoir si on l'avait planifié longtemps à l'avance, avec une agence un peu plus traditionnelle, on va dire. Une diffusion aussi qui est quand même, on a eu beaucoup de répétitions par rapport au
au budget on avait prévu. On est à plus de 300 000 euros quand même. Donc c'était vraiment le C'est ça. gros investissement historique, parce qu'on n'a jamais dépensé, à part peut-être sur le développement de notre équipe retail qui au global a un coût assez significatif. Nous, c'était un gros investissement. Donc on voulait le faire. On avait les reins assez solides pour le faire aussi, parce qu'on a une approche en termes de gestion qui est un peu. J'assiste sur le Gers parce que c'est un peu dans nos racines et dans notre approche. Nous, on est des paysans un peu des fois Ouais, j'allais dire paysanne, ouais. dans Sans que ce soit péjoratif, hein, c'est le Mm. côté pragmatique et terre à terre. Complètement. On n'a jamais accepté, enfin on s'est toujours dit, il faut que la boîte soit rentable, il faut qu'on ait toujours de l'avance pour pouvoir payer tout le monde rubis sur ongle, il faut que ce soit nos fournisseurs, nos salariés, etc. Donc on a un peu cette approche qui fait qu'on avait un petit matelas qui nous permettait de nous lancer là-dedans. Donc voilà, Vous n'avez pas levé de fonds non plus? on a levé Ah des si, fonds, OK. nous. Alors on communique pas dessus parce que encore une fois, on n'est pas dans cette approche. Tu vois, on n'a jamais été à fond perdu et on n'avait pas besoin de cramer du cash pour pouvoir faire perdurer l'activité. Là, la logique, nous, de cette levée de fonds, elle est un peu venue à nous parce qu'on n'a jamais été ouvert à ça. On n'est jamais allé voir une banque d'affaires ou quoi que ce soit. Mais on a une personne qu'on connaissait bien, qui était un business angel toulousain, qui nous avait déjà accompagnés en fait dans un autre cadre, un peu sur une position de mentor, on va dire. Hein. Il était pas du tout dans le business, hein, mais comme lui avait monté une très belle boîte, il avait quand même un regard en termes de gestion qui était très intéressant. Il nous a aidé à prendre certaines décisions. Donc voilà, c'est venu à nous. On a dit pourquoi pas. On n'en avait pas, comme je disais, pas de besoins vitaux pour continuer l'activité parce que on était déjà Oui, rentable. parce que vous êtes rentable et vous brûlez pas du cash comme certaines startups. Dès l'année 1, on était rentable, donc on n'avait pas ce besoin. Mais par contre, on s'est dit, ça peut quand même nous faire gagner quelques années, notamment sur la pharma. Et donc, on a levé 3 millions d'euros avec lui en 2023. Et je pense que oui, clairement, la dynamique qu'on a réussi à insuffler là sur la partie pharma retail serait pas la même si on n'avait pas eu ces fonds, parce qu'on se sent plus en sécurité. Et donc peut-être à la place des 10 commerciaux que j'ai aujourd'hui, j'en aurais peut-être que 5 et j'aurais peut-être que 600 pharmacies au lieu d'en avoir pas loin de 1000. Ouais, ça t'a permis d'investir à la fois dans le commercial et le marketing. Complètement, c'est ça. Tout en restant rentable quand même, ou du coup, comme vous investissez plus, la rentabilité est un peu entamée? Non, toujours rentable. Alors forcément, l'effort en termes de recrutement et de marketing, typiquement cette campagne, ça a quand même un coût. Mais on essaie de garder les mêmes ratios qu'on avait en termes de marge et de rentabilité. On fait pas mal aussi du fait de notre croissance. On fait quand même de plus en plus d'économies d'échelle. On sent un peu on nous a toujours dit il y a une croissance par palier. On comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Là, on commence à matérialiser ce que c'est. C'est-à-dire qu'au-delà des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu as une boîte qui est plus structurée, tu sens que tu peux faire des économies en achetant mieux, en produisant mieux, etc. Et donc là, c'est plein de choses qu'on a insufflé en 2023 et on en retire les fruits en 2024. Donc même si on a cet effort sur la partie retail, on a gardé nos fondamentaux en termes de piliers économiques, on va dire. En stratégie marketing, vous utilisez aussi, je crois, le levier de l'influence parce que vous avez un partenariat, je ne sais pas si on peut dire ça, avec un TikToker? Oui, alors là, c'est complètement le parent pauvre chez nous. Tu le disais tout à l'heure, mais parce que ça faisait partie des stratégies que pas mal de startups ont adoptées avec brio pour se faire connaître. Hein, donc le canal influence, TikTok, réseaux sociaux. Alors donc déjà, on n'est pas une startup, donc on fait pas les choses comme les startups, parce qu'on aime bien se dire qu'on est une PME toulousaine. Et ce qui fait qu'aussi lié, je pense que c'est pas mal lié au fait qu'on n'est pas trop sensible, pas trop éduqué à ça avec Alexandre. On y est toujours allé un peu en reculant. On savait que l'influence c'était pas notre truc. Ça se voit hein, si tu regardes notre Instagram, c'est pas mal ce qu'on a. On commence à s'améliorer et à progresser, mais on est un peu en recul, enfin en deçà de ce que nos concurrents les plus directs, on va dire, sont capables de faire. Donc on essaie de rattraper notre retard. Et C'est qui vos concurrents que tu considères comme directs? en termes de, je veux dire, de positionnement, de Oui. gamme, d'ADN, etc. Je dirais, on est un peu, je pense qu'on a un on doit être 5 à peu près hein, dans la même taille. Il va y avoir Cure, bon, qui est pas sur le même modèle, mais en termes de Mmh. gamme, il y a des rapprochements, qui est une très belle boîte. Il y a Dinveo aussi qui est Oui, vers Montpellier, qu'on connaît bien. Nutrienco, bien sûr, qui est Trenco, une ouais. belle boîte aussi. Très présent sur Amazon également. Ouais, très fort. Bah nous c'est vrai qu'au début, le petit copain, voilà, la concurrence la plus frontale sur Amazon, j'entends, c'était
c'était Nutrienco et nous on les trouvait trop forts, hein. C'est vrai que ça Mmh. nous a aussi un peu éduqué, boosté. C'est vrai que tout à l'heure on disait comment on s'est amélioré sur Amazon, mais aussi en regardant ce que faisaient les autres en termes de technique, en termes de listing, etc. C'était fort ce qu'ils faisaient. Alors eux, je crois, ont un peu fait la bascule dans le sens inverse, où j'ai l'impression que c'est plus le site qui pousse maintenant la croissance. Le site et la pharmacie, je pense qu'ils essaient Et également de Pharma développer aussi, leur donc pharmacie. on a un peu les mêmes canaux. Donc il y a eux aussi. Et après, peut-être j'aurais mis aussi Nutrimea, mais qui est pas sur tout à Oui, fait le même. Terravita aussi, peut-être, qui est une belle boîte aussi dans le sud-est. Donc voilà, avec donc on est un peu dans un petit mouchoir de poche là entre ouais, tous c'est entre. intéressant. Toutes les jeunes marques qui ont moins de 10 ans, on va dire, enfin moins de 15 ans. Ouais, mais alors mine de rien, tu vois, on se disait toujours, nous, on est un peu les petits à la traîne, et c'est vrai que si tu compares aux mastodontes de la pharma, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un marché qui est assez gros et en croissance, mais qui est quand même très atomisé. Parce que tu Oui, as, peut-être 15-20 acteurs, effectivement, qui sont au-delà des 30-40 millions de chiffre d'affaires, qui jusqu'à des 100 millions et quelques. Mais tu as aussi beaucoup d'acteurs. Tu en as quelques-uns dans notre tranche à nous, entre 10 et 20. Et après, tu as une myriade d'acteurs. Et tous les jours, moi, je suis assez étonné quand je vais sur Amazon de voir que il y a une marque presque par jour qui se crée. C'est mmh. assez dynamique. Alors tu dis petit, mais là je pense qu'à 14 millions, vous êtes plus, ce qu'on peut appeler des petits, hein. Alors il y en a de plus en plus, hein, mais, vous n'êtes pas si nombreux à dépasser le cap des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché des compléments alimentaires français et j'ai même envie de dire à 14 millions et peut-être, 25 ou 30 en 2025, je vous le souhaite, j'imagine qu'il y a même des acquéreurs qui doivent commencer à frapper à la porte? Ça arrive parce que je pense. Alors autant il y a un marché qui est très atomisé, autant je pense qu'il va y avoir. Enfin, ça fait des années qu'on nous le promet, mais je pense qu'il y a une Concentration? concentration, c'est sûr. Et tous ceux qui ont émergé là dans les années 2010-2015, bah, comme tous ceux qu'on citait tout à l'heure, je pense vont atteindre des tailles un peu critiques et vont permettre à d'autres de faire de la croissance externe. Donc ça arrive. Je ne te le cache pas, on a quelques gros agrégateurs de marques qui nous font un peu les yeux doux. On sait pas trop quoi en penser parce que nous, comme je te disais, hein, on a 31 ans tous les deux, on adore ce qu'on fait. On pense qu'on en a encore vraiment beaucoup sous la pédale et qu'on est à 20% de ce qu'on est capable de faire. Donc on va tout donner avec Alex pour grossir. On a plein d'enjeux, la pharma, l'international. On veut continuer à se développer. Donc pour l'instant, on n'est pas dans cette démarche. On attend de voir un peu le Vous avez jeu. décliné toutes les propositions aujourd'hui, qu'on aurait pu vous faire, On, plus ou moins on, avancées? on écoute, on écoute. Par contre, on est parce que bah voilà, en fait, si c'est juste dans une logique financière de se dire bon bah tu vas faire ton chèque et tu t'en vas t'acheter une piscine et une belle voiture, bon, ça c'est pas le but. Par contre, on a eu des approches qu'on trouvait intéressantes et constructives de personnes qui étaient peut-être pas forcément en plus des experts du complément, mais qui avaient la capacité, notamment sur la pharma, euh, à nous proposer, voilà, enfin, tu vois, c'est pas un monde qu'on connaît encore assez bien, même si on commence à bien structurer. Donc il y a des synergies parfois qui sont très intéressantes. Il y a des synergies aussi avec des marques qui peuvent être très intéressantes. Donc ça, on écoute. Il y a eu rien de concret là pour l'instant, mais tu vois, on est quand même à l'écoute. Après voilà, on est confiant dans ce qu'on vaut et dans ce qu'on sait faire. Donc on continue. Le jour où par contre je me dis j'ai pas envie d'aller bosser, je suis fatigué, là peut-être j'écouterai, mais là je suis trop petit. Mmh. Ouais, c'est compréhensible. C'est quoi ta routine nutraceutique personnelle? Alors c'est un peu la même depuis toujours, mais je suis un mauvais exemple parce que je sais pas si ça sent. Tu connais pas ma vraie voix, mais je parle un peu du nez là. Donc j'ai été malade tout l'hiver, donc je sais pas si ma Ah, routine. c'est les cordonniers les plus mal C'est- chaussés aussi des fois? Parce que donc non, moi c'est j'ai Oméga 3. Je suis un grand fan du label Epax. Ça fait des années qu'on travaille avec eux. J'aime beaucoup cette marque. J'aime beaucoup aussi leur distributeur en Bretagne, Sinova, qui fait nos capsules d'oméga 3. Donc j'en prends quotidiennement depuis des Les années. équipes de Stéphane qu'on Oui, salue. j'adore. Moi, je suis fan de Stéphane et de son équipe. On les visite d'ailleurs sur notre site. On a fait une petite vidéo d'ailleurs de un peu comprendre les coulisses de Novoma. Donc tu as vraiment de la conception du produit à Toulouse jusqu'à la fabrication et la distribution dans notre centre logistique. Et justement la boîte qu'on prend en exemple pour la partie fournisseur, c'est Stéphane qui nous a accueillis. C'était très chouette. Euh, donc les omégas, le magnésium aussi qui est un peu un de nos top sellers, un magnésium bisglycinate, taurine B6, P5P et pardon.
et vitamine D3 un peu cet hiver. Je suis un gars du Sud, je suis un Espagnol, donc je sais pas pourquoi je suis convaincu que j'en manquerai jamais, mais en fait, ça me va pas là. Toulouse, il fait trop froid, il n'y a pas assez de soleil l'hiver, donc Ouais, je puis on vit enfermé quand même une complètement. grande partie de la journée, donc ouais. Donc j'en consomme un petit peu. Et après plus ponctuellement, justement la gamme sportive, je m'y mets. Je veux pas le faire de manière, enfin prendre des compléments sportifs quand tu fais pas de sport, ça sert à rien. Il se trouve que je fais un peu de sport. Ça se voit peut-être, tu le vois à l'image, il y a un truc de muscu juste derrière moi. Ah oui, je vois le banc de Il y a musculation un banc de derrière. muscu, bon qui a pris un peu Bon, la poussière cet ouais, hiver. j'allais dire, il y a de la poussière dessus. Mais voilà, disons quand j'ai des phases comme ça avec un programme un petit peu plus structuré et de l'activité un peu plus intense, j'essaie d'intégrer notre gamme sport à mon alimentation. Très bien. Écoute, super intéressant tout ça. Il me reste une question à te poser qui est la question signature du podcast que tu connais peut-être si tu as écouté d'autres épisodes. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que toi tu as fait d'impossible? Qu'est-ce que j'ai fait d'impossible? Ce que j'ai fait d'impossible, c'est de me promettre avec mon associé et ami Alexandre, on va bosser ensemble. Enfin, notre carrière, on va la faire ensemble, alors qu'on n'était même pas majeurs. Et de continuer à se parler et à se voir et à prendre du plaisir tous les jours. Et on l'a fait. Parce que ça fait. Bon, c'est parfois un peu difficile pour nos compagnes parce que je pense j'ai appelé Alexandre tous les jours depuis les 15 dernières années, je pense. Même pendant les Voilà, même vacances, pas les vacances tout j'imagine? le temps. Il arrive souvent quand on fait des vacances entre potes. Bizarrement, on va faire des petites balades tous les deux, mais c'est pour parler un peu de nos voix. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment avoir monté ce projet avec Alex et avoir gardé notre cap et continuer à être potes et bosser ensemble depuis 15 ans. Bah, bravo, bravo à tous les 2. C'est vrai que moi je regarde, tout évidemment avec beaucoup d'intérêt et de curiosité toutes les marques qui se lancent sur le marché des compléments alimentaires depuis très longtemps. Moi, ça fait 25 ans que je baigne dans le marché des compléments alimentaires, à la fois côté labo et côté conseil agence. Du coup, je suis toujours, admiratif des succès comme, le vôtre, de créer une marque comme ça from scratch, tout en étant gersois, tout en étant jeune, et pour autant de cartonner sur du e-commerce, sur de l'Amazon, enfin sur des nouveaux canaux que finalement pas grand monde connaît au moment où vous vous êtes lancé dessus. Donc c'est une très très belle performance. Donc je souhaite longue Merci vie à beaucoup. Novoma. Je souhaite que votre nombre de salariés atteigne le territoire de Belfort, on faisait un parallèle entre le département et le numéro de département et le nombre de salariés. Alors je crois que c'est 90, si je dis pas de bêtises, le territoire de Belfort. Donc voilà, longue vie à Novoma et puis encore plein de succès pour vos lancements à venir et pour toutes vos campagnes de communication, qu'elles soient digitales ou sur des médias plus traditionnels. Merci beaucoup, Grégory. C'était très chouette. Très bon moment. Bah ouais. Merci à toi, Lucas, d'avoir partagé avec beaucoup de transparence aussi tes chiffres, tes leviers, etc. Enfin, je pense que c'est hyper instructif pour tous les gens qui nous écoutent dans la profession ou dans d'autres secteurs autres que le complément alimentaire. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour tout ce partage d'expérience. Merci à toi. À bientôt. Très, très bonne journée à toi et une très bonne journée également à tous nos auditrices et nos auditeurs qui, je l'espère, partageront cet épisode, si ça leur a plu, à toute leur communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à parler du podcast Culture Nutrition pour faire encore plus découvrir des super entrepreneurs de la nutrition comme Lucas et Alexandre. À très bientôt, bonne journée.